Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis Mathieu Stéphanie donc, et je suis ravi aujourd'hui chez Cosa Vostra de recevoir Louisa Hassen de Malou.io. Salut Louisa. Bonjour. Alors c'est cool de voir une jeune entrepreneur, en plus qui a une... tu es binationale, non? Binationale, oui. Ouais. Donc voilà, qui a plein d'ambitions. On est sur un format, je t'expliquais, un peu particulier de Génération Do It Yourself, que j'espère que ça changera pas d'ici à ce que cet épisode sorte, mais que j'ai baptisé Early Stage. Tu vois, je vois que dans mes notes, j'avais marqué Work in Progress, mais ça c'était le nom de code d'avant. Donc voilà, mais a priori, ce sera Early Stage. Ça marche. Et l'idée, c'est vraiment de rencontrer des entrepreneurs plutôt dans leur aventure, parce qu'en fait, dans mon concept de Génération Do It Yourself, l'idée c'est vraiment d'apprendre des meilleurs, et je pense que dans les meilleurs, il y a aussi des meilleurs en devenir, et puis il y a aussi des gens qui doivent avoir, j'aimerais comprendre aussi, ou retrouver aussi les doutes, ou les prises de risques et les choses qu'on ressent bien au début, et au moment où on le ressent, plutôt que juste des vagues souvenirs du passé, tu vois. Donc toi, t'es en plein dedans. Plein dedans, oui. Ouais, avec Malou, donc. C'est ça. Avant que tu m'expliques tout ça, je vais te demander, Louisa, de te présenter. Ok, donc Louisa Hassen, mais tu l'as bien fait. Je suis franco-algérienne, fille d'entrepreneurs, les deux. J'ai vécu entre Paris et Alger toute mon enfance. Et je suis revenue à Paris pour la prépa, puis pour l'école. J'ai fini en 2016. D'accord. École. J'ai fait une école de commerce, j'avais fait HEC. D'accord. Merde, encore une HEC. Oui, on est un petit peu. Tu peu. m'avais pas dit ça. Ouais, encore une HEC. Et donc j'ai fini en 2016. J'avais fait le master entrepreneur. J'ai pris pas mal de vacances. J'ai travaillé un tout petit peu pour un groupe d'assurance en intrapreneuriat à New York. Et en fait, ça me correspondait pas beaucoup. Donc je suis revenue à Paris et fin 2017, j'ai commencé à travailler sur Malou. D'accord. Donc très bien. Fin 2017. Tu as vécu... Donc, tu me disais que tu étais née en France, c'est ça? Alors, je suis née en France. J'ai vécu à Paris de 0 à 5, en fait. J'ai fait ma maternelle à Alger. Ensuite, il y a eu la période de terrorisme, donc on est revenu à Paris. Et je suis repartie à Alger pour le lycée. Et mes deux parents sont entrepreneurs. Donc, mon père entreprend à Alger, ma mère à Paris. Ils sont dans quoi? Et mon père dans le tourisme, l'immobilier. Ma mère plus dans l'industrie pharmaceutique. Et ils sont encore ensemble. Donc, ça a toujours été la navette vraiment entre les deux villes. D'accord. Donc, des bons clients de Air Algérie, quoi. Ah, mais la carte Gold plus, ouais. Du coup... t'as jamais voulu faire un business entre les deux pays, justement? Toi, c'était pas ton... Si, j'ai pensé à faire un business en Algérie, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça ferait plaisir à ma famille en plus que j'y retourne. Donc, j'ai commencé par Paris, parce que je maîtrise quand même mieux l'écosystème parisien, de par le réseau que je me suis fait, de par les écoles, etc. Mais j'exclus pas du tout que ma prochaine aventure soit tournée vers Alger. Quand t'es une femme, non, j'espère pas, en tout cas sur les aspects école, mais quand t'es une Algérienne ou que t'as fait ton lycée à Alger, avoir une prépa puis une école dans une école prestigieuse en France, c'est pas une sorte de pénalité? Tu te rajoutes pas un petit... La vérité, c'est que j'étais au lycée français. Donc, j'ai pas trop été discriminée. Okay. J'ai fait ma prépa à Versailles. Donc, le seul choc que j'ai eu, c'est un peu le choc culturel. Alger, Versailles à Ginette. Donc, c'était un petit choc. Bon, un petit choc, même pas. C'était différent. Mais à aucun moment, je me suis sentie exclue, pas à l'aise. C'est pour ça que j'ai vécu dans les deux. Et je me sens à la maison quand j'atterris à Orly. Et je me sens à la maison quand j'atterris à Alger. Ouais. Donc, j'ai pas du tout de problème à me dire que je suis chez moi dans les deux. Écoute, j'ai eu sur ce podcast
un Tunisien, Kemir Miri, qui était le fondateur de Topnet. Et lui était vraiment tunisois, jamais venu en France, et je crois qu'il avait débarqué, lui, il me semble que c'était à Auch. C'est possible. Et du coup, tu vois, quand il me dit je sors du métro à Versailles, tu vois le château, et ouais, c'est quand même un autre monde, quoi. Très bon épisode d'ailleurs, qui a pas eu le succès qu'il mérite, je pense. J'irai l'écouter. Écoutez-le. D'accord, donc binational, donc double culture vraiment. Tes parents sont algériens tous les deux, d'accord. Et donc tu fais tes allers-retours, tu arrives en France, tu fais ta prépa, enfin tu continues en France, tu fais ta prépa, et tu décides d'entreprendre quasi immédiatement. Donc c'était un stage, ton premier job ? Non, c'est un boulot. En fait, toute l'histoire, c'est que je devais monter une boîte après le master entrepreneur avec 2 amis. Et assez tôt, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même vision. Donc, on s'est arrêté avant même d'aller plus loin dans le projet. Et je m'étais mis en tête que si je restais en France, je montais une boîte. Et s'il fallait que je sois employée, je devais l'être aux États-Unis. Donc, je suis partie à New York, en fait, prendre un job vraiment dans un lab intrapreneurial. Mais pourquoi en France, tu montais une boîte ? Parce que je m'étais dit que je voulais, si je restais à Paris, il fallait que je crée quelque chose de plus. Et le statut de la casquette de salarié, je voulais bien l'apprendre. Ça fait un peu prétentieux, mais je voulais bien l'apprendre seulement si c'était dans un endroit que je maîtrisais moins. Mais c'est pas prétentieux, c'est pas prétentieux de vouloir entreprendre, je crois pas. Non, mais se dire je reste en France que si j'entreprends, ça peut. Non, je pense que c'est un. Oui, je comprends un peu l'idée, mais ça vient d'où ça ? C'est parce que tes 2 parents sont entrepreneurs ou parce que tu... Je pense que ça a pas mal joué. Ils sont les 2 entrepreneurs. Mon père n'a jamais été salarié de toute sa vie, donc je vois que c'est possible. Enfin, mon plus grand modèle, c'est quelqu'un qui a jamais été salarié et j'aime bien le sentiment de... C'est pas de la liberté, on entend beaucoup que oui, les entrepreneurs sont plus libres, c'est pas vrai. Quand on est salarié, on a un boss, quand on est entrepreneur, on a des clients. Donc en fait, la liberté aveugle, c'est pas trop ça, mais l'idée de construire et d'être plus libre, enfin pas plus libre, mais l'idée de construire et d'être plus indépendant et autonome dans la manière dans laquelle on veut construire et faire grossir des équipes, ça me correspondait plus sous la forme de l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est... Alors c'est un sujet qu'on aborde ici de temps en temps sur la liberté de l'entrepreneur, et j'en ai parlé récemment dans un podcast où on m'a repartagé justement une note sur LinkedIn qui tournait. Je suis en train d'essayer de la retrouver en moment où je te parle, mais ça va revenir, la voici. En gros c'est en anglais, mais ça dit en gros faites ce que vous aimez et vous... ne travaillerez plus, et ça c'est barré, une seule journée dans votre vie. Mais il y avait marqué you will work fucking hard all the time with no separation or any boundaries and also take everything extremely personally. Donc en gros, vous n'aurez plus aucune tu vas travailler comme un salopard pendant toute ta vie, et en plus tu n'auras plus de séparation entre ton travail et ta vie perso, et tu prendras tout très personnellement. Il y aura, enfin voilà, et c'est quand même un peu vrai, mais bon, tu le vis de l'aventure. Du coup, tu fais cette expérience à New York, combien de temps ? 6 mois ? 6 mois. 6 mois. New York, ça te plaît, mais le boulot, ça te plaît pas ? New York, j'adore. Ouais. J'ai mon frère encore, j'y vais très régulièrement. Ouais. Le boulot, ça me correspondait pas beaucoup, et en plus, j'avais l'opportunité d'aider ma mère sur sa société, donc qui bosse pour l'industrie pharmaceutique. D'accord. Des séminaires, des formations, des trainings. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de valeur à apporter à un projet très très proche du mien, et que l'impact que je pouvais avoir me touchait plus que celui que j'avais en l'occurrence dans l'assurance B2B aux US. D'accord. Du coup, je suis rentrée en me disant que j'allais faire ça, et je l'ai aidé quelques temps, et ensuite j'ai vu que ça partait, et puis que même elle voulait pas non plus beaucoup s'investir davantage sur sa boîte, et donc après j'ai commencé à réfléchir à un projet que je monterais moi, et c'est Malou. D'accord. Et alors, juste avant de venir sur Malou, ce premier projet sur lequel ça s'est pas embarqué juste après HEC, c'était quoi ? Alors, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'était une application d'éducation thérapeutique pour prévenir les maladies cardiovasculaires.
Donc ça veut dire que en fait on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de, je sais plus les chiffres en tête, mais il y a plusieurs millions de personnes qui sont prédiabétiques en France et 2/3 d'entre elles deviennent diabétiques parce qu'elles sont pas prises à temps. Et donc si on les éduque avant sur la manière de manger, de bouger, des choses comme ça, on peut les éviter de devenir diabétiques. Et le diabète, c'était 17 milliards de coûts pour l'assurance maladie à l'époque. D'accord. Donc on s'est dit on va rentrer sur ce secteur-là. On était 2 enfants de médecins et un développeur. Donc la Dream Team sur papier. Et en fait, on n'avait pas trop la même vision de ce qu'on voulait faire, donc on est resté amis, mais on a arrêté le Aucun projet. n'a continué ce projet? Non, aucun. D'accord. Ok. Et c'était un projet de fin d'études Ouais, d'accord. de HEC Entrepreneur. Et alors toi, tu as décidé du coup de te mettre au service d'entrepreneurs. Hein, c'est un peu ton business avec Malou. Alors une tranche spécifique des entrepreneurs, puisque c'est les restaurateurs. Oui. Pour l'instant que les restaurateurs. Peut-être que ce sera d'ailleurs toujours. On commence à avoir des hôteliers qui viennent des mêmes. Ouais. Et donc ton idée, si je comprends bien, je dis ton parce que c'est ton projet. Hein, j'ai commencé toute seule au début, mais on est 2 maintenant. 2 associés. 2 associés. Oui. D'accord. Tu vas nous raconter comment c'est arrivé. Ça marche. Ton idée, c'est de dire en gros, un restaurateur, son job, c'est de faire un beau restaurant, c'est d'avoir du bon service, de faire de la bonne bouffe, idéalement. On devrait dire des bons repas à bouffe, c'est pas très joli. Et de ensuite faire tout ça très bien, mais de remplir son restaurant, c'est pas toujours évident. C'est pas le même métier. Exactement. Et c'est pas le même métier. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé, notamment même en tous les ans ça change, hein, mais en 5 ans, 10 ans, avec Booking, TripAdvisor surtout, avec La Fourchette, avec les notes sur Google, les notes sur Instagram évidemment, les notes qu'on a sur Google, j'ai dit Facebook et un peu partout, les avis, tu peux vite avoir ton resto qui passe du vert au rouge, voilà, sans même te rendre compte pourquoi ni comment. Et donc toi, ton job, c'est d'aider ces restaurateurs et de les aider dans leur marketing et à, entre guillemets, remplir leur restaurant et avoir une meilleure réputation. Exactement. Ok. Et alors ça, je dirais, c'est pas facile, mais c'est quelque chose pris individuellement quand tu as compris le truc. Et, j'imagine que c'est quelque chose qui est jouable. Toi, ce que tu es en train de construire, si je comprends bien, et tu vas m'expliquer mieux, mais c'est de pouvoir le répliquer, le faire avec plein de monde de manière presque automatique, quoi. Exactement. Est-ce que tu peux m'expliquer d'abord le problème que tu résous? Alors, du coup, pour revenir après. Ouais. En fait, aujourd'hui, avant, quand on cherchait un restaurant où on s'arrêtait devant un restaurant qui avait l'air sympa, où on appelait un ami. Aujourd'hui, c'est à peu près 80% des gens, quand ils cherchent un restaurant pour déjeuner, pour dîner, whatever, ils vont regarder en ligne. Et regarder en ligne, ça veut dire regarder sur Google, sur TripAdvisor, sur Instagram, sur La Fourchette, ça dépend. On a tous différents moyens, mais ils ont en commun qu'ils sont tous digitaux. Du coup, l'acquisition client pour les restaurateurs, elle a complètement changé. Et ça implique pour eux qu'ils ont un double effort à faire. Non seulement il faut qu'ils soient visibles partout où les gens vont faire leurs recherches, Google, Trip, Instagram, Facebook, Yelp, Foursquare, Jumping pour les Chinois, bref, partout. Ça te prend un temps de malade. Ça prend un temps de malade. Et en plus, non seulement il faut être visible, et après il faut être attractif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est vu de nos cibles, il faut les convertir en clients, donc il faut donner envie. Et ça demande un double effort aux restaurateurs qu'ils ne font pas, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas le temps, ils ont déjà des journées très très longues, et ça ne les intéresse pas parce que ce n'est pas leur métier. C'est un truc de ouf, parce qu'en fait... quand tu fais ce genre de truc, de marketing, de travail, tu as comme tu le dis, hein, tu as plein de plateformes différentes donc sur lesquelles tu dois enregistrer ton restaurant, potentiellement répondre à des gens qui te posent des questions. Donc sur plein d'endroits où tu dois te connecter différemment. Enfin, je veux dire, pour certains, digital native, ça paraît peut-être plus simple. Tu t'installes les applis, tu le fais vite fait, etc. en code de trucs, mais ça peut vite être un cauchemar, surtout si tu as un certain succès aussi. Voilà. Et en plus de cette démultiplication des points de contact, il y a toujours des mises à jour à faire, des tas de choses qui sont en effet à déployer partout, quoi. C'est ça. Alors toi, tu as eu cette idée comment? C'est quoi la genèse de Malou? Moi, je passais... c'était souvent moi qui devais choisir les restaurants quand on avait des dîners avec des amis. Et je passais beaucoup de temps à chercher un restaurant qui plaise à tout le monde, qui soit pas trop loin pour chacun, pas trop proche pour d'autres, etc.
Et j'ai allé dans les restos que je trouvais et qui n'étaient pas forcément les meilleurs. C'est ce que je voyais et qui avaient une réputation correcte. Et en parlant avec quelques restaurateurs, amis de la famille, je me suis rendu compte qu'ils ne savaient pas du tout comment les gens, comment les clients venaient chez eux. Ils avaient leurs habitués. Les autres, ils n'avaient aucune idée de si c'était du passage, s'ils les avaient vus en ligne, s'ils avaient lu un article ou quoi que ce soit. Et c'est là où je me suis dit, il y a quand même une souffrance de la part des restaurateurs qui est d'attirer des clients. Et ils le font pas, ils savent pas comment le faire. Et moi, je peux apprendre à le faire pour eux. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Il y a un peu une histoire de serpent qui se mord la queue aujourd'hui aussi là-dessus. C'est-à-dire que... Alors déjà, si j'ai une question à formuler, c'est est-ce que tu crois qu'un restaurant qui est numéro 1 sur TripAdvisor, par exemple, dans un quartier, dans le 17e arrondissement de Paris, par exemple, est-ce qu'il est nécessairement forcément très bon ? Non. Non, il n'est pas nécessairement... Enfin, il a été assez bon pour avoir beaucoup de très bonnes notes. Maintenant, il n'est pas... Si, il est forcément bon, au moins bon. Maintenant, TripAdvisor, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. S'il a une vague, s'il a ses 100 meilleurs amis qui sont venus dîner chez lui sur les 2 dernières semaines et qu'ils ont tous des profils béton sur TripAdvisor parce que ça fait 2 ans qu'ils mettent beaucoup d'avis, et chacun de leurs avis va avoir un poids tellement gros qu'il va pouvoir noyer les avis précédents. Oui, mais donc c'est ce qui semble assez logique, c'est-à-dire que si les gens qui mettent beaucoup d'avis mettent un très bon avis sur un endroit, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de poids parce qu'a priori c'est pas des gens qui sont là pour juste dire c'est un bon resto, qui font du spam ou enfin voilà. Mais d'où ma question. Normalement, de plus en plus ces plateformes sont de mieux en mieux faites. Moi, j'adore l'idée de la notation, même si je trouve ça à la fois flippant, côté Black Mirror, et à la fois fascinant. Tu vois, je vois par exemple dans nos métiers que on commence à être noté en tant qu'entreprise par les employés sur Indeed, je crois, sur Glassdoor, etc. Et c'est vrai que récemment, je voulais inviter quelqu'un sur mon podcast, et je vois qu'il a une note, enfin que sa boîte a une note de 3 sur 5. Et c'est quand même pas terrible. Et avec 400 ou 500 notes, tu vois. Et là, tu dis, je sais pas si j'ai encore envie de l'inviter, tu vois. Et il y a quand même un peu ce truc là-dessus sur les restos. Enfin, ceux qui sont très, 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 très bons sont forcément bons. Ceux qui sont très, très, très mauvais sont forcément mauvais, a priori, non ? Mais le premier n'est pas forcément le meilleur. Ouais. C'est là où la nuance peut se faire. Ok. Et toi, donc du coup, quand on va donc sur Malou, c'est malou.io, donc ton claim, hein, c'est un restaurant à plein à chaque service. Et je vois que tu proposes, t'expliques devenir numéro 1, comment devenir numéro 1 sur Google, fidéliser sur Facebook, recruter sur Instagram, etc. Bon, alors déjà, évidemment, si tu proposes à tout le monde de devenir numéro 1 sur Google, ça va être compliqué, puisqu'il y aura... Ouais, non, c'est juste. Donc, il va falloir que tu sélectionnes tes clients. Comment tu fais ? Là, aujourd'hui, vu notre taille, je vais pas prendre 2 Italiens à 200 mètres. Ouais. Aujourd'hui, je limite un petit peu. À terme, j'en prendrai 3 dans le même secteur. Et ensuite, on est en train de développer un outil qu'on va pouvoir déployer en SaaS. Et là, l'outil, tout le monde pourra prendre sa licence et que le meilleur gagne pour la suite. D'accord, donc outil en SaaS, c'est un outil qui sera disponible sur une plateforme, donc on va dire en SaaS, c'est... en abonnement. En abonnement, donc software as a service, ouais, voilà. Et donc du coup, l'idée c'est d'être capable que chacun puisse utiliser ton outil. C'est ça. Mais il n'y a pas de tes clients qui veulent juste même pas avoir d'outils et qui veulent qu'on les accompagne juste entièrement ? Si, mais en fait, si, c'est exactement notre enjeu. En fait, la manière dont on s'est construit au début, c'est que avant d'automatiser quoi que ce soit, on a fait le travail, nous, à la mano. Et comme ça, on a pu identifier, ce qui marchait, et 2, ce pourquoi les... Dis-moi. Non, pardon, elle me voit. On m'a dit qu'il fallait que j'arrête d'interrompre, mais en fait, quand j'ai des questions, il faut qu'elles sortent. Vas-y. Non. C'est important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu as commencé Malou à la mano. À la mano, et j'ai créé la société après avoir pris mon premier chèque de client. D'accord. Donc vraiment super pragmatique. Oui. T'as levé aujourd'hui ? Non, j'ai pas levé. Et tu veux lever ? Pour l'instant, j'ai pas besoin. Après, pour accélérer, ça pourrait m'aider pour la suite. D'accord. Donc, tu n'as pas levé parce que depuis le début, tu fais du chiffre d'affaires. Ouais. Donc, tu mets les choses à l'endroit, quoi. Ouais. Alors, explique-moi comment t'as ton premier chèque de client. C'est qui ton premier client et comment tu le fais ?
Ok, alors c'est un petit peu une technique de pirate pour avoir le premier client. J'adore les techniques de pirate. Tu sais que nous, on est une agence, on le met en avant sur Causa Vostra, les digital pirates. Je t'offrirai la tasse de notre agence. Avec plaisir. Ouais. En fait, la première chose que j'ai faite avant même de créer la société, c'est de créer un blog dans lequel je partageais des analyses, des conseils. Là, par exemple, j'ai fait un article sur l'analyse de la communication de Big Mama. Si tu tapes communication Big Mama, on est le premier lien qui sort et on a beaucoup de lectures dessus. D'accord. Première chose, donc j'ai fait mon blog. Et ensuite j'ai prétexté une étude sur les restaurants et la manière dont ils gèrent leur communication digitale pour avoir des contacts de restaurateurs. Donc j'ai expliqué que je préparais une étude et que j'aimerais bien interroger des restaurateurs pour savoir ce qu'ils faisaient aujourd'hui en termes de communication digitale. Donc j'ai reçu quelques contacts de restaurateurs et il se trouve qu'il y en a parmi eux, j'en ai eu 3, il y en a 2 que j'ai convertis en clients. C'est très bon ça, t'es arrivé avec une sorte de cheval de Troie de ton étude. On faisait souvent ça. J'avais fait la JE à HEC et on a fait beaucoup ça pendant 2 ans, donc je l'ai gardé par la JE, c'est la junior entreprise, mais c'est une technique de plus en plus utilisée quand t'es jeune et étudiante, tu peux dire je fais une étude. D'accord. Et donc ton premier client, c'est qui ? Il sait pas que c'est mon premier client, je crois, mais c'est pas grave, je lui dirai plus tard. C'est la Pizza d'Anita. D'accord. C'est un restaurant italien dans le 16e. Donc, qu'est-ce que tu fais pour la Pizza d'Anita en décembre 2017 ou juste avant ? En fait, on a commencé par du référencement local. Donc, j'ai pris en main sa fiche Google My Business. Alors, non, déjà, c'est quoi ta première rencontre avec lui ? Première rencontre, c'est une discussion téléphonique pour savoir ce qu'il fait pour sa communication digitale comme prévu. Ce qu'on appelle le cold call, quoi. Oui, je l'appelle. En fait, on m'a mise en relation avec lui. Donc, il se trouve que c'était sa meilleure amie qui avait fait le même master que moi, qui m'a dit tiens, tu peux appeler Quentin, il est très sympa. Donc, je l'appelle, je lui demande ce qu'il fait. Donc, j'avais préparé un petit questionnaire. Il me dit qu'en fait, il fait rien, mais il sait que c'est grave parce qu'il faut faire. Et donc je lui dis écoute, mais moi je sais faire. C'est ce que me disent beaucoup de mes clients dans d'autres domaines, mais en l'occurrence très bien. Ouais, il se laisse porter quoi. C'est ça. Et il me dit mais qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis moi j'aide les restaurants à gagner des clients en ligne parce qu'aujourd'hui les clients ils se gagnent en ligne. Et donc la première chose que je fais, c'est que je lui fais un diagnostic. Et ça je le fais encore pour tous mes prospects. Donc on fait un diagnostic complètement gratuit. Donc n'importe quel restaurateur qui fait un diagnostic, il peut nous écrire, on lui fera pour savoir comment il se positionne en ligne par rapport à ses requêtes clés. C'est un diagnostic automatique ? Pas encore. D'accord. Il n'est pas encore automatique. Et donc on regarde, lui c'est un restaurant italien, donc regardez, Pizzeria Paris 16, il ressortait pas, Pizza Paris 16, il ressortait pas, Pizza Porte de Saint-Cloud, il ressortait pas. Bref, beaucoup de mots-clés comme ça, on regardait les volumes de recherche pour chaque mot-clé. En fait, on ne le trouvait nulle part. Donc voilà, le constat c'est toujours catastrophe, on ne vous voit pas. Et il faisait un chiffre d'affaires convenable quand même. Un chiffre d'affaires convenable sur le midi parce qu'il est proche de toutes les télés, les radios, et sur le soir c'était plus compliqué. D'accord. Donc il se rendait compte qu'il fallait faire quelque chose et donc je lui envoie le diagnostic, il me dit oui c'est la catastrophe, je m'en doutais que c'était la catastrophe, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et donc je lui dis j'arrive, je vais t'envoyer le contrat et on va travailler dessus pour que tu remontes dans tes résultats de recherche. Et donc la vérité, c'est que j'ai appris le référencement à peu près sur... C'était ma prochaine question. Mais où est-ce que tu avais appris tout ça ? On n'en a pas fait à l'école. Personne n'en fait à l'école. Donc j'avais lu pas mal de choses avant. J'avais compris les grosses logiques. Et j'ai travaillé dur et ça a marché. Donc ce qu'on appelle notamment le SEO, le Search Engine Optimization, en français on dit le référencement naturel. Et alors le référencement naturel, si je ne me trompe pas, il a des spécificités quand même par métier, si tu fais du e-commerce et que tu vends des choses en ligne, tu vas aller travailler des choses, alors ça c'est payant à Google Shopping je crois, mais tu vas aller travailler différentes choses. Google Images c'est un autre type de référencement naturel, et toi tu parles notamment des établissements, donc il faut référencement local. Voilà, il faut créer des pages, si je comprends bien, ce que tu appelles les pages... les pages établissement, le référencement multicanal. Exactement, donc tu as une page établissement dans laquelle tu rentres. Alors ça envoie, Google t'envoie éventuellement un courrier. Exactement. Tu reçois le courrier au truc, tu dois mettre le petit code du courrier et ça crée ton établissement. Donc quand tu tapes par exemple, alors là je parle de desktop, mais tu tapes par exemple Pizzeria d'Anita dans Google,
la pizzeria apparaît à droite, ou alors si c'est sur un écran d'ordinateur, ou dans le flux, si c'est dans... Voilà, et là-dessus, après, on va pouvoir te noter, on va pouvoir ajouter des photos, on va pouvoir faire un certain nombre de choses, c'est ça, hein? Exactement, et en fait, l'objectif du référencement naturel, en général, pour un site e-commerce, l'objectif, ça va être de faire remplir des paniers et de faire cliquer les gens sur valider le paiement. L'objectif pour du référencement local, c'est de faire cliquer les gens sur itinéraire, sur appeler. Exactement. Et voir sur site web. Tu sais que tu es rentré au moment exactement, et c'était pas du tout fait exprès d'ailleurs, mais au moment où tu rentrais dans ce bureau, j'étais en train d'essayer de booker un restaurant qui n'a pas voulu de moi d'ailleurs, alors j'exagère, mais il me proposait un 19h ou 21h45, et Bambou, ça s'appelle, pour pas le je le connais très bien, ouais. Et je crois qu'ils ont pas trop de problèmes à remplir. Et je leur ai dit, tant pis, vous n'aurez pas la chance de m'avoir. Ça l'a pas fait rire. Et du coup, mais en l'occurrence, je suis passé, j'ai tapé Bambou, j'ai vu, comme ils sont bien référencés parce qu'ils travaillent avec toi, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai vu, j'ai cliqué sur appeler, et puis c'était parti, j'avais pas besoin de chercher le numéro, de leur copier, de faire tout ça. C'est vrai que c'est là où c'est bien joué. Oui, et puis en plus, là, t'as tapé Bambou parce que tu les connaissais avant. En fait, l'enjeu pour les restaurateurs, ça va être qu'on tape café, restaurant Trocadéro, s'ils sont dans le Trocadéro, pour que les gens, en tapant un mot-clé similaire, les trouvent eux. Parce que toi, t'étais un client facile à convertir, comme t'as tapé le nom directement. Je te confirme. L'enjeu, c'est les gens qui vont taper restaurant Grand Boulevard, restaurant rue des Jeuneurs, restaurant thaïlandais Paris 2, Paris 9, des choses comme ça. Ça, c'est ce référencement-là que Bambou devrait... Bon, ils ont pas l'air d'avoir trop besoin, mais qui devraient travailler pour attirer des clients. Je vais quand même regarder leurs notes, tiens. Et après, il y a tout ça, 4 sur 5, 3,9 sur 735. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas terrible. En général, quand on descend sous les 4, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Non. Puis il y a une barrière psychologique où, notamment sur TripAdvisor, la note change de couleur. Donc au-dessus de 4, la note est écrite en vert. Et en dessous de 4, on passe au orange. Donc même visuellement, il y a un petit signal. Tu sais qu'il y a quand même un truc, alors ça c'est une de mes théories, de mes multiples théories, que... en fait, en France, on a cette culture du un 16 sur 20, c'est très bien. Alors qu'aux États-Unis, un très bien, ou partout dans le monde, c'est un A+, tu vois, ou un 20 sur 20, en fait. Et du coup, je le vois sur ce podcast que je suis obligé de demander aux gens de mettre une note. S'il vous plaît, ce podcast, mettez 5 sur 5 sur iTunes et un commentaire sympathique. S'il vous plaît pas, mettez pas de note. Bien sûr. C'est mieux. Et puis voilà, mais je vois quand même des gens qui disent c'est un super podcast, merci, et puis mettre 4 sur 5. Et là tu fais non, non. Dans le business du digital, ça marche pas, ça. C'est marrant. Ça. Et tout ça, tu le savais pas en fait. Alors donc tu l'as appris un peu comme ça, comme moi. J'ai pas mal lu pour me former, et puis j'ai pratiqué sur Anita. D'accord. Et donc Anita, t'as payé combien? Le premier mois, 700 €. Ouais. Vache, c'est pas mal quand même. Alors tout le monde m'avait dit avant de lancer mon business que jamais je réussirais à faire payer des restaurateurs quelques centaines d'euros par mois. Les restaurateurs sont des barres de fer. Mais tout le monde m'a dit ça, et moi là je suis à un stade où je vais pas chercher de clients, c'est les clients qui viennent me chercher. Statement à la con. Les restaurateurs sont des barres de fer, donc voilà, tu viens de me prouver le contraire. Non, bravo. Et vraiment tout le monde m'a dit mais n'importe quoi, nous un abonnement à 20 €, on n'arrive pas à leur vendre, donc arrête tout de suite ou change complètement. En plus, ce que tu fais, ça c'est un copain de promo qui avait lancé une boîte food tech aussi, food services plus précisément, qui m'avait dit moi je fais de la caisse pour les restaurateurs. Moi c'est un must have. Toi, ce que tu fais, c'est un nice to have. Donc, tes centaines d'euros mensuels, ils vont jamais te les payer. Donc 2 enseignements là déjà avec Louisa, je te remercie. Premier enseignement, on peut commencer un business sans avoir créé d'entreprise. Bien sûr. Donc voilà, et toi tu as créé ta boîte quand on t'a fait ton premier chèque parce qu'il faut bien pouvoir lancer. J'ai dû refuser on m'a demandé de faire un virement aussi. D'accord. J'en ai toujours le avec la banque, je préfère le chèque. Voilà, et c'est quand même pas mal pour commencer, pour tester son marché. Bien sûr. Deuxième enseignement, quand des gens te donnent des conseils, ils sont pas toujours bons. Et si tu crois en ton truc, tu peux le tester. Et puis justement, c'est aussi quand beaucoup de gens te disent la même chose que beaucoup d'autres le testent pas, puisqu'il y a des croyances générales qui te disent que les restaurateurs sont comme ça, donc tu peux pas faire comme ça. Exactement. Et toi, t'es allé à l'encontre de tout ça. Pour faire payer quand même un restaurateur 700 € par mois, alors je sais pas, tu vas me dire combien ça coûte aujourd'hui, comment ça se passe, mais faut quand même que
que ce soit rentable pour lui. Donc on va dire que je sais pas, la pizzeria d'Anita, si elle doit avoir, je vais dire des conneries, mais un panier moyen à Paris à 25 €. C'est ça, ouais. Il faut quoi que je dis panier moyen, c'est un repas moyen, c'est par personne, hein, parce qu'il y a des gens qui payent à plusieurs. Voilà. 25 € par personne, donc 20 personnes ça fait 500, 1000 personnes 25 €, je dis 20 personnes, oui, 1000 personnes ça fait 2500, c'est ça, hein, à peu près. Non, 100 personnes fait, attends, je dis des conneries, 100 personnes ça fait 2500, c'est ça, 25 fois 10 ça fait 250 fois 100, 2500 €. Je pense qu'il, je sais pas, une marge, il marge quand même sur les pizzas, quoi. On va dire qu'il marge un peu. C'est la Rolls de la restauration en termes de marge. Mais mettons que pour que il faut qu'il fasse quand même entre 50 et 70 couverts de plus grâce à toi, pour que tu sois rentable, c'est ça? C'est ça. Sur un mois. Sur un mois. Alors en fait, sur le référencement, le référencement naturel, à la différence du référencement payant, c'est pas immédiat. Donc il faut poser quelques mois. Des fondamentaux avant de voir le retour sur investissement vraiment. Mais c'est un travail de longue haleine qui porte ses fruits et qui reste. Je dirais, c'est pas la différence et la difficulté du référencement payant, c'est que quand tu coupes, c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire immédiatement le robinet est fermé. Sur le référencement naturel, normalement tu coupes pas en fait. Non, ça continue. Il y a de l'entretien à faire, mais les efforts, parce que 700 € c'était le premier mois et ensuite c'était dégressif. Donc les premiers mois il était plutôt autour de 400. Les derniers mois il était plutôt autour de les derniers mois de l'année étaient plutôt autour de 400, 450. Donc c'est dégressif. Mais j'arrive à garder mes clients. Et comme on a une approche très pragmatique, très chiffré, tous les mois en fait tous mes clients reçoivent un bilan de leur performance, donc ils peuvent comparer le nombre de vues, le nombre de clics sur itinéraire, le nombre de clics sur appelé, le nombre de clics sur site web, le nombre d'affichages des photos, etc. et donc on compare, quand on commence à travailler avec eux on compare le mois 1 avec le mois M+1, M+2, etc. Et quand on a un historique de plus d'1 an avec eux on peut comparer au mois précédent, et donc là on est en train de bâtir un modèle pour savoir combien de chiffres d'affaires vraiment supplémentaires on a pu générer sur juin 2019 versus juin 2018. Le truc, c'est qu'ils s'ils coupent avec toi du jour au lendemain, ça coupe pas leur robinet quand même. Non, ça coupe pas leur robinet, mais ils voient que ça marche, ça prend bien, que c'est de plus en plus rentable. Donc, c'est pour ça que tu es un peu indégressif sur le prix, parce que tu as moins de boulot peut-être aussi en avançant. D'accord. Et c'est quoi alors tes énormes wins là-dessus? Je veux dire, il y a des gens chez qui t'as littéralement fait péter leur resto? J'ai 2 clients sur la place du Trocadéro qui ont pas mal souffert à cause des gilets jaunes, mais qui ont limité la casse parce qu'on les voit beaucoup. J'étais en rendez-vous avec lui ce matin. Ils ont eu les gilets jaunes, ça a fait mal à leur chiffre d'affaires très clairement, mais on les voit sur beaucoup de requêtes clés, notamment en anglais et en espagnol, parce qu'on travaille le référencement dans toutes les langues. Donc tous les Espagnols qui vont chercher espagnol ou latino, qui vont chercher où manger ou où prendre un petit déjeuner sur la place du Trocadéro, ils vont tous voir le Wilson ou le Malakoff. Avec qui je travaille. Donc lui, on a fait un article best case parce que le blog continue. Je l'avais lancé au début, mais il continue. Ça nous permet, nous, de partager des analyses de marché, des conseils et des études de cas de ce qu'on a fait à nos restaurateurs, comment on l'a fait et à quel point ça a marché. C'est un autre enseignement et tu vois, c'est là où je suis tellement content de faire ce format et de commencer avec toi, Louisa, c'est que je passe ma vie à expliquer à certains clients, des grosses PME, mais aussi des très grands comptes et des corporates, c'est publier du contenu intelligent tous les jours, tout le temps, plus. Quand on est très gros et qu'on a beaucoup d'argent, plutôt que de faire de la pub, c'est partager votre savoir. Et de temps en temps, ils disent mais je peux pas dire tout ça. Si jamais je mets en avant comment être bien référencé sur Google, les gens ils vont se référencer sans moi, ils vont le faire eux-mêmes. Mais non, parce que les gens en fait, leur métier c'est de faire de la bouffe. En fait, c'est pas. Voilà. Et je pense que c'est un très bon partage que tu fais là et je suis ravi de pouvoir échanger là-dessus. Mais en fait, en créant de la valeur, on démontre son expertise et tout le monde n'a pas 5 métiers, donc les gens n'ont pas le temps de le faire. Et moi, mon meilleur business développeur, c'est mon blog aujourd'hui. 80% de mon acquisition client, c'est des gens qui ont lu mon blog ou qui ont lu des articles et qui viennent m'écrire pour me dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. Tu vois, moi j'ai fait, si je dois l'appliquer même au podcast, j'ai écrit un moment alors que j'ai commencé sur dans les tout premiers, la nouvelle vague du podcast, on va dire, et j'ai mis en ligne des articles, quel matériel pour le podcast. Donc quand tu tapes matériel podcast, tu tombes sur un post qui est un des miens, et du coup et il fait beaucoup d'audience, hein, et je pense que les gens du coup qui veulent faire des podcasts, s'ils connaissent pas le mien
lien, a priori, ils vont le connaître après Bien ce sûr. post, tu vois. Donc, du coup, l'idée, c'est de dire, j'ai lancé mon truc à tel moment, etc., etc. Donc, je sais que j'ai beaucoup de gens qui me contactent par ce biais-là pour les aider. Je réponds pas d'ailleurs à tout le monde, j'en suis désolé, mais parce que du coup, ça prend du temps. Mais du coup, j'ai reposté un deuxième truc pour dire, voilà, comment produire après ton podcast efficacement, etc., etc. Et puis après, du coup, à force d'avoir des tas de questions sur toutes ces choses-là, puis puis moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire un post sur tous les meilleurs podcasts. Puis, en fait, il est devenu premier aussi. Donc, du coup, tu tapes meilleur podcast. Puis, alors, du coup, je me suis dit, je vais en faire en 2018, puis je vais en faire en 2019. Puis, à chaque fois, ça évolue. Et puis, voilà. Et en fait, à chaque fois, je mets un petit peu mon podcast dans le classement. Parce c'est le jeu. Voilà. Et voilà. Et donc, en fait, à chaque étage, oui, il y a des gens qui vont créer des podcasts. Oui, c'est des concurrents. Oui, mais très bien. Très bien. Et à la fois, généralement, en plus, ils sont sympas. Ils me citent au début ou sur le premier épisode. Donc, c'est cool. Mais tu vois, donc c'est un super truc. Alors, si je dois revenir d'ailleurs là-dessus, par exemple, ton premier post, c'était sur la communication de Big Mama, ou ça, c'est un truc récent? Non, c'est un de mes premiers. D'accord. C'est quoi la communication de Big Mama? Alors pourquoi Big Mama cartonne autant? J'ai eu Tigrane ici, ouais. C'est quoi ton analyse? Alors, eux, ils vont te dire qu'ils font de la super nourriture dans un joli décor, à un bon rapport qualité-prix. Donc, c'est normal que ça cartonne. Ça aide, c'est sûr, et c'est sa base. Mais il y a beaucoup d'autres établissements qui font de la très bonne nourriture dans un très joli cadre, avec un bon rapport qualité-prix et qui n'ont pas un dixième de leur succès. Donc, en fait, Big Mama, ils sont assez représentatif d'un nouveau mouvement de restaurateurs qui en fait sont pas restaurateurs, qui ont fait des écoles de commerce. Il y a Big Mama, il y a Paris New York, il y a Les Pinces, il y en a vraiment. Tous les derniers restaurants qui cartonnent, c'est souvent des mecs d'école de commerce derrière. Et ce qui agace un petit peu certains chefs, etc. On sent que j'avais reçu Akram, qui a quand même un bon groupe maintenant, qui cartonne, etc. Ouais. Il le touche du doigt, mais il va pas trop loin. Mais je sentais que, tu vois, il se dit, attends, mais en fait, ça l'agace pas tant par rapport à eux, parce qu'il est admiratif, je crois, de leur succès, mais plus par rapport aux restaurateurs qui devraient être capables d'aller plus loin dans tout ça. Dans l'exécution de ouais. Mais en fait, ils ont bien compris que le marketing, c'était pas un nice to have maintenant, en fait, c'était plutôt un must have. Et donc, ils sont forts parce qu'ils ont mis en avant, déjà il y a un côté instagrammable qui est indéniable. Leur vaisselle est hyper jolie, leur déco est couloir, tout est beau. Ouais, mais il m'avait dit, j'avais Victor au téléphone pour mon article, il m'avait dit au mètre carré on a investi autant en déco qu'un palace parisien, et je le crois. Ouais, c'est pas mal. Donc ils ont des cadres qui sont très beaux et qui se prêtent à la création de contenu par les clients, donc ça c'est assez fort. Ils sont très bons aussi en storytelling. Donc la tomate qui vient du champ de Antonio. Bon, je sais pas si elles viennent toutes du champ de Antonio, mais il y a un très bon storytelling sur les produits. Un très grand champ, Antonio, surtout. Ouais, voilà. Là, il commence à en avoir beaucoup. Ouais. Hein. C'est ça. Donc, ils ont un très bon storytelling sur les produits. Ils ont un très bon storytelling sur l'équipe. Ils ont des super lieux. Et en fait, ils vendent, en plus de la nourriture, ils vendent une expérience. Et aujourd'hui, les restaurants, ils peuvent plus juste vendre de très bons. En fait, on peut se faire livrer chez soi à peu près ce qu'on veut. Donc, faire bien manger, c'est plus du tout suffisant pour ramener les gens dans son restaurant. Il faut proposer une expérience. Et Big Mama, en fait, ils proposent une expérience complète. On va chez eux, on a l'impression d'être en Italie. Tout le monde parle en italien. C'est beau, il y a de la musique, il y a du bruit, on mange bien. Donc, il y a tout un système là. Et médiatiquement aussi, ils ont eu beaucoup de... ils ont une bonne agence de presse. Et tu peux retomber assez vite quand même de ça, non? En fait, tu peux... Big Mama, ils ont fait quelque chose qui n'a pas été très très médiatisé, qu'on avait mis en avant sur notre blog et qui a été un peu repris. C'est qu'ils avaient lancé une pizza à 4 €. C'était un peu le phare de l'établissement de, je sais plus lequel, du centre de Paris. Une pizza à 4 €. Vraiment produit d'appel pour montrer que c'est hyper accessible et que voilà. Et en fait, elle est passée à 7 € sans que ce soit couvert médiatiquement du tout. Et en fait, ça montre que le modèle a ses limites. Donc eux, ils ont un modèle de volume, ils doivent faire beaucoup de couverts. C'est pour ça qu'on prend pas de résa. Si on prend pas de résa chez eux, donc ils font un service
18h45, 19h, ils font un service à 21h30, ils arrivent parfois même à en faire un à 22h, 22h30. Oui, c'est ça. C'est ce que dit Tigrane dans cet épisode. Hein. Il dit en gros, on fait pas de résa parce que en gros, on a plusieurs services. Ouais. Donc, il y a des gens qui viennent très tôt à l'ouverture puisqu'ils veulent absolument avoir une table. Donc, ils partent pas trop tard. Donc, en gros, tu fais un service à 19h, un service à 20h30, un service à 21h45, 22h. Et puis là, tu as 3 services dans la soirée. Si tu as 150 ou 300 ou 200 places, ça te fait 600 couverts dans la soirée. C'est juste n'importe quoi. Donc, c'est sûr. Et du coup, il dit, je peux faire des bons services avec des pâtes à la truffe à un prix accessible. Ouais. Parce qu'il y en a plusieurs. Le problème d'un restaurant qui fait qu'un seul service à 20h30 jusqu'à 22h15, et ben, en fait, lui, il est collé avec, voilà. Et d'ailleurs, là-dessus, je sais pas si tu connais ce truc qui s'appelle, Alinea à Chicago. Tu as déjà entendu parler de c'est un restaurateur qui s'appelle Nick Kokonas. Il a fait un podcast, un des trucs qui m'a inspiré avec Tim Ferriss pendant je crois que c'est presque 3 heures. Il doit durer 180 et quelques minutes. Et je l'ai écouté entièrement, je me suis régalé. Et le mec, notamment, il fait un truc où il fait tu vois ce que c'est le yield management? Oui. Le yield management, c'est donc comme dans les avions, par exemple, tu peux avoir dans le même avion quelqu'un qui a payé un billet à 70 €, un autre qui a payé la même place à côté à 390 balles. Et donc, lui, il fait ça dans les restos et il dit en fait, si tu veux dîner le samedi soir à 21h, tout le monde veut dîner à ce moment-là. Donc, c'est 3 fois plus cher, ou 4 fois, je crois même plus cher, que le mardi à 17h30. Parce que personne veut dîner dans un resto. Et lui, il a un super resto très bon. Et il dit, moi, j'ai une super expérience de resto. Venez, le mardi à 17h, si t'as pas beaucoup d'argent, tu vas voir, tu vas pouvoir avoir ta bonne expérience. Tu zappes un peu ton déj, je sais pas, tu te débrouilles. Mais voilà. Et je trouve qu'avec ce que tu fais, au regard de ce que tu fais, il y a quand même plein d'innovations encore qui existent dans tous ces métiers. C'est super chouette, quoi. C'est hyper excitant. On part presque de zéro. Et ça va très vite, donc on arrive à créer de la valeur assez vite et à tester de nouvelles choses. Et si ça marche, on déploie. Si ça marche pas, on passe à autre chose et on essaie une nouvelle. C'est quoi les grosses plateformes? Donc du coup, si tu dois commencer sur les restos en étant restaurateur, où est-ce qu'il faut être bon? Pour moi, c'est Google. Le gros drive. C'est Google. On peut pas faire sans Google parce que c'est Google. Voilà. Okay. Donc Google, c'est le premier. Après, ça vaut le coup de travailler TripAdvisor, Instagram aussi. Donc c'est pas le même travail. Google et TripAdvisor, c'est un peu similaire parce que c'est des plateformes. Instagram, on est vraiment sur du réseau social, donc c'est assez différent. Et après, il y a tout un tas d'annuaires en fait nous on va travailler. Certains vont permettre l'acquisition client directement. Donc, par exemple, Diamping, c'est l'application que les Chinois vont utiliser. À Paris, donc par exemple, ou en France? Voilà, donc tous nos clients, ils sont sur Diamping. Et donc, les Chinois qui vont chercher des restaurants Trop bien. Voilà, dans les quartiers de nos clients, et a priori, ils vont les trouver. Donc, ces annuaires-là, ils permettent de l'acquisition directement. Et il y a d'autres annuaires, comme les pages jaunes, l'internaute, le petit futé, qui ne sont pas trop utilisés pour chercher des restaurants, mais qui sont des sites qui ont un poids historique aux yeux de Google et donc qui ont un crédit référencement. Donc en fait, avoir une fiche bien complète avec les bons mots-clés, avec des descriptions, avec les informations correctes, avec des photos sur le petit futé ou un internaute, ça envoie comme du jus de référencement vers sa page Google. Donc ça augmente de manière indirecte. Voilà, de manière indirecte, ça. Des trucs comme Yelp, ça marche encore, ça existe? Ça marche pour les Américains, Yelp. Ouais, ça marche. D'accord. Et Yelp, ils ont aussi pas mal d'intégrations. Donc je sais pas si tu utilises Citymapper. Oui, un peu. Oui, ouais. Citymapper, quand tu tapes le nom d'un lieu dessus, ils utilisent l'API de Yelp. Donc, et des choses comme Waze, tu peux faire des choses. Waze, c'est Google. Donc, si on travaille Google, ça répercute sur Waze. Ok. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que j'imagine, je pense pas que tu diras que j'ai complètement tort, c'est que il faut pas que ton client, le restaurateur, et ça c'est vrai dans tous les autres métiers de personnes qui nous écoutent, si tu fais de l'informatique ou de l'industrie pharma ou peu importe, t'as quand même un job d'origine qui est d'avoir un bon service et de la bonne nourriture, quoi. Et que si tu fais de la merde à ce niveau-là, tu peux avoir un très bon référencement, t'auras des notes pourries, des gens pas contents, et ton restaurant, il sera vide. Mais c'est exactement ce que je dis à mes clients. Je leur dis, moi, je gère pour vous l'acquisition, il n'y a pas de problème, mais la rétention, vous la jouez en salle. Parce qu'un client qui est déçu, on essaye, en fait, on a développé des techniques pour essayer de les recontacter, de les réinviter, etc. Mais globalement, si l'expérience est mauvaise, moi, j'entre pas en salle. Et des conseils opérationnels, j'en fais pas. On analyse les avis clients
Donc on partage des recos. On a déjà fait retirer les moules à la carte d'un restaurateur parce qu'ils avaient 100% d'avis négatifs et qu'il y avait un souci de fournisseur et ils le savaient pas. Donc on partage des recos comme ça qui viennent de nos analyses. Mais les conseils opérationnels sur former votre staff, oui, je leur dis il y a des problèmes de service, mais c'est à eux de travailler sur ça. Mais vous leur remontez quand même. On remonte, oui, on analyse tous les. Et ils te disent non, les gens sont cons, ou ils te disent ok, ok, on va changer les choses. Il y a les deux. Ouais. Il y a les deux. Mais globalement, quand il y a une trentaine d'avis qui tombent et qui critiquent la serveuse blonde bouclée du mardi soir, bon, il y a peut-être un souci avec la serveuse blonde bouclée du mardi soir. D'accord. La pauvre. C'est arrivé. Voilà. D'accord. Donc, pour revenir à l'origine de Malou, donc tu le crées tout seul, tu fais tes premiers clients, tu les gères toute seule. T'as un site, du coup, t'as un blog, Ah oui, j'avais une landing page au début et puis un blog très rapidement. D'accord. Tu fais ça toute seule combien de temps ? J'ai fait ça toute seule 3 mois. Puis j'ai pris 2 stagiaires d'un coup. Début 2018, donc en gros, ça. C'est ça. Ouais. Et j'ai pris 2 stagiaires. 2 stagiaires et puis ensuite de nouveau et ensuite j'ai commencé à parler avec mon meilleur ami. Ok. Mon meilleur ami qui s'appelle Ouad, que j'avais rencontré à Ginette, donc en prépa 10 ans avant. Ok. Et qui bossait, qui est un G, qui était data scientist dans une boîte. Il aimait bien, mais ça commençait à pas trop l'intéresser. Et on avait vécu à New York ensemble. Et on s'est dit qu'on allait sûrement monter une boîte un jour tous les deux. D'accord. Et je me rendais compte que dans la manière dans la gestion client qu'on faisait au quotidien, il y avait des choses à automatiser, des process à mettre en place. Et j'ai commencé à en parler avec lui et l'idée lui a plu. Donc on a continué à recruter. Au début, stagiaire, auto-entrepreneur, alternant, c'est le jeu. Puis Ouad est venu et puis on a pris nos premiers CDI et on a continué à faire du chiffre et ça continue de grandir. Donc vous êtes associés quand ? On s'est associés, ça fait 1 an à peu près. Donc la boîte avait 6 mois à peu près. Nous, on est quand on se parle, on est milieu de l'été 2019. Donc toi, tu as commencé il y a 1 an et demi à peu près. Au bout de 6 mois, tu t'es associé. C'est quoi la répartition ? 70-30. D'accord. C'est comment vous l'avez négocié, ça ? Vous n'avez pas négocié, t'as proposé, c'était bon ou... Non, on a discuté. Non, je suis pas si autoritaire que ça. Donc non, on a discuté et on a vu ce qu'on apportait, combien... T'as proposé 90-10, il a proposé 50-50 et ça a fini à 70-30 Non, du tout. Non, du tout. Lui, il se sentait à l'aise à partir de... je crois que c'était 20 ou 25% et moi j'estimais que vu la valeur qu'il créait, 30% c'était faire. En fait, j'avais pris le risque, mais en même temps, il créait beaucoup de valeur dans l'entreprise. Et on a discuté, ça nous a semblé à tous les deux une répartition fair. Et vous payez tous les deux ? Oui. D'accord. Vous faites combien de chiffre d'affaires du coup aujourd'hui ? Là, au premier semestre, on a fait on doit faire 400 pour cette année. D'accord, 400 pour cette année. Oui. 400 pour cette année, et ça c'est du vrai chiffre d'affaires entre guillemets, c'est de la marge brute. Enfin, si tu as tes prestats éventuellement, mes coûts sont mes salariés et mes stagiaires et mes apprentis. Ouais. Ce qui représente que tu as une petite équipe quand même, là je vois. On est 10. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça fait quand même... tu vas être à peu près rentable du coup ? Ouais, on est rentable. Ouais. C'est bien ça. Et comment tu vas tout péter en fait avec tout ça ? En fait, on travaille beaucoup. C'est l'objectif d'ailleurs. C'est clairement l'objectif. On travaille beaucoup et on essaie d'être le plus structuré possible. Et en fait, la manière dont... Là, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que mon premier canal d'acquisition, c'est le blog. C'est-à-dire que je fais même pas de bizdev. Donc, je fais du chiffre. J'ai des clients qui viennent me contacter et moi, je fais pas encore de bizdev. Donc, le jour où... Et c'est en cours, c'est demain, le jour où mes équipes opérationnelles sont au taquet et tournent toutes seules, moi, j'adore faire du bizdev. Donc, on va déployer les chevaux pour le bizdev et on va ramener tous les clients dont on a besoin. Et surtout, en fait, on est en train d'automatiser toutes les tâches qui sont chronophages et répétitives dans notre gestion client. Ça veut dire que si un client aujourd'hui, il nous prend 10 heures par semaine par mois, disons 10 heures par mois de travail, avec l'outil qu'on est en train de développer, il va nous prendre progressivement 8 heures, 6 heures, 4 heures, 3 heures et peut-être même 2 heures. Et donc on pourra multiplier par 5 le nombre de clients sans avoir besoin de
faire grossir l'équipe x5. C'est l'un des... Alors je sais que j'ai trop d'anglicisme, etc. Mais c'est les modes... Enfin, en tout cas, c'est là où on lit la littérature start-up, mais les Américains disent, pour commencer, do things that don't scale, right? Oui. Donc l'idée, c'est de dire, fais des choses qu'on peut pas dédupliquer, voilà, facilement. C'est vraiment ce que vous avez fait. Donc toi, vous faites des choses, vous voyez à un moment, tiens, là, j'ai un truc qui me prend trop de temps. Comment je le processise, comment je l'automatise. Exactement. Pour qu'il me prenne moins de temps, tout en gardant une expérience client qui est satisfaisante. Exactement. C'est exactement la manière dont on fonctionne, et c'est ça qui marche, parce que ça nous permet en fait de faire des choses dont on sait qu'elles vont créer de la valeur pour nos clients et pour lesquelles nos clients sont prêts à payer. Ce qui est intéressant dans votre couple, du coup, c'est que du coup, toi, tu commences en travaillant du coup un peu à la mano, comme tu le disais, puis tu te rends compte que ça peut évoluer, et quand Wad arrive, finalement, lui, il dit bon, attends, là-dessus on peut faire quelque chose, c'est chouette. Je regarde du coup ton blog en même temps. Oui. Et je remets une couche là-dessus. C'est le plus important, chers amis. Mais je vois que tu as vraiment bien compris, c'est que on voit très clairement à qui tu t'adresses, tu vois, principalement donc à des restaurateurs. 12 conseils pour choisir son agence de communication pour un restaurant. Bon, a priori, quand on va taper agence communication restaurant, tu vas bien remonter à un moment. C'est l'objectif. Voilà. On voit Big Mama, la recette d'une communication réussie sur les réseaux sociaux. Donc ça se destine à des restaurateurs ou des professionnels de la nourriture, des choses autour du gaspillage alimentaire, ou la fête des mères, comment remplir son restaurant le jour J. Donc on est vraiment sur des trucs avec des bons titres et des choses comme ça, mais je suis certain que derrière il y a un bon contenu, c'est pas juste le titre. Ça, il nous prend du temps, le blog, hein. Ouais. Combien de temps pour écrire un post? Un article, il nous prend une journée de travail. Un article chaque semaine, il prend une journée de travail à quelqu'un, entre la rédaction, les validations. Je pense que largement, quand je suis en train de voir même remplir son restaurant pour la fête des mères, honnêtement, vu la longueur du truc, je pense que ça a largement pris une journée. Hein. C'est chouette, mais voilà. Donc ça paye, ça prend du temps. Mais c'est un investissement que je recommande à quiconque monte sa boîte. Et après, tu fais un livre blanc. Toutes les bonnes techniques du marketing pirate. Hein, télécharger le livre blanc, découvrez les 6 étapes clés de la méthode Malou pour assurer le succès de son restaurant. C'est ça. D'accord. Donc, c'est quoi votre objectif avec Malou? Avec Malou, l'objectif, c'est je le dis en souriant souvent, moi, mon objectif, c'est qu'un restaurant qui va ouvrir en France et puis après au UK et aux US, il cherche à tout prix à contacter Malou, parce qu'il se rend compte que son succès va dépendre avec qui il va travailler pour sa communication, son référencement, son marketing, et qui nous cherche. Donc l'objectif, c'est d'être les numéro 1, juste les numéro 1 sur le marketing digital pour les restaurants. Mondial. On a des clients à l'étranger, hein. On a un client aux US, on en a 2 en Belgique. Là, j'ai un client qui a 3 établissements à Beyrouth qui m'a contacté. Le UK, c'est quelque chose qu'on peut activer. New York, c'est activable aussi à SAP. Donc, mondial. Et comment du coup, à un moment, tu vas devoir quand même choisir tes clients. C'est-à-dire que... je le fais déjà. C'est-à-dire que des gens, si tu as trop de pizzerias dans un quartier, à Marseille, à Bordeaux, tu vas dire, non, là, je peux pas bosser avec vous parce que... Voilà. Alors, en fait, pour cela, ils pourront... Comme on est en train d'automatiser toutes les tâches qui sont répétitives et chronophages dans notre gestion client, en fait, la boîte, elle va se diviser il y a un peu un double modèle. Il y a le modèle qu'on appelle entre nous super agence et le modèle SaaS. Donc en fait, dans le modèle super agence, on a un chef de projet qui gère le référencement, le marketing digital pour son établissement. Il le fait pour nous, donc ça prend 10 fois moins de temps parce qu'il a un outil. Mais il y a quand même un chef de projet derrière. Il y a Clémence, ou il y a Yann, ou il y a Zoé qui va le faire pour le restaurateur. Mais après, si on veut le faire soi-même, on peut acheter une licence Malou et le faire soi-même. Et la licence Malou, n'importe quel restaurateur pourra l'acheter. Parce qu'après, répondre à ses avis clients, avoir les informations correctes en ligne, avoir des visuels, avoir les bons menus, avoir toutes ces choses-là, en fait, c'est important pour tous les restaurants, pas juste pour ceux avec lesquels on travaille. Ton outil permet de répondre à tous les avis clients sur cross-platform, c'est-à-dire, oui. D'accord, ça c'est hyper bien. Parce que... Oui, et on est même en train de développer avec Wad un module de machine learning qui permet de répondre de manière automatique et personnalisée. Donc savoir s'il y a un 5 étoiles, est-ce que le 5 étoiles souligne la cuisine, l'ambiance ou le service, et répondre de manière personnalisée. Trop bien, donc qu'aura des réponses soit
pré-rédigé, soit carrément envoyé automatiquement. C'est ça, avec les bons mots-clés en plus pour toujours nourrir le référencement. Tactique. Vous allez lever, du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour arriver à être numéro 1 mondial ? On va peut-être lever à un moment. Là, on attend que l'outil tourne complètement. D'accord. Avant de vouloir lever. Peut-être qu'on aura besoin où il y a quand même il y a les prêts d'honneur, il y a les subventions, il y a les crédits bancaires. Moi, j'ai pas trop peur de m'endetter auprès de la banque, donc il y a pas mal de choses à faire avant de se diluer. Donc on va mettre un petit peu d'argent dans la machine pour aller plus vite, mais je sais pas encore d'où viendra l'argent. T'as pas l'air très, tu vois, je pensais à cette question avant même que tu dises j'ai pas trop peur d'eux. Alors c'était emprunté, mais t'as pas l'air très stressé par l'avenir là. Je veux dire, c'est quoi tes craintes d'entrepreneur ? C'est quoi il y en a ? Ah oui, bah forcément. S'il y en avait pas, ce serait un peu dangereux. Mais après, on peut ignorer celles qui sont pas constructives. Comme avoir peur de pas réussir, il faut travailler. Enfin, moi, le référencement, j'en avais jamais fait. Des restaurateurs, j'en ai pas spécialement dans ma famille. Et j'ai travaillé et ça paye. Donc en fait, si on travaille et qu'on s'entoure bien, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. D'accord. Moi, je sais pas si c'est une crainte ou si c'est plus ce qui me prend le plus d'espace mental en ce moment, c'est la construction d'une équipe solide et durable et heureuse. Parce que pour tout péter, faut avoir la Dream Team qui va y arriver. Donc là, moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est le recrutement. Trouver les bonnes personnes qui vont bien travailler, certes, mais surtout qui vont diffuser des bonnes ondes. Ça fait un peu qui cool off comme ça, mais qui vont avoir la bonne énergie, qui vont mettre la bonne énergie pour que tout le monde continue d'être heureux de venir le matin. Et c'est le cas aujourd'hui. On fait plein de choses hyper sympas et on sait qu'ils sont tous on a beaucoup plus de filles, mais que tout le monde est content de venir au bureau. Et là, on est 10 et c'est le cas. Et j'aimerais que quand on soit 100, ce soit encore le cas. Donc, mon plus gros enjeu, je pense que c'est le recrutement. Et comment tu fais ça ? Au-delà du recrutement, on pourrait revenir, mais parce que malgré ton notre jeune âge, tu m'as dit, tu as quel âge ? J'ai 27 ans. 27 ans. Comment tu arrives à ce qui coulove Comment tu arrives à voir ces... Je veux dire, moi, j'y travaille au quotidien ici, tu vois, et par moment, tu vois, je me dis, mais attends, à force de travailler là-dessus, tu sais, j'ai peur de créer un truc un peu fake, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a ce côté, j'aimerais que les gens, exactement ce que tu dis, arrivent pas avec la boule au ventre le matin, et à la fois, je veux quand même qu'ils soient efficaces. Bien sûr. Et quand ils sont pas compétents, je dois leur dire. J'essaie de leur dire de manière constructive et pas dire ce que tu fais c'est de la merde, parce que ça je détesterais qu'on me dise ça. Et je déteste être comme ça, donc voilà. Après des jours t'es pas en forme, tu dis tu fais des conneries, mais tu vois il y a un peu ce truc où tu dis tu as cet objectif et ce rêve, mais il dépend quand même de plein de gens, parce qu'on n'est que des individualités. Eux ils s'approprient cette boîte, c'est une entreprise, et c'est quoi ta vision là-dessus, ou ta comment technique. Inspirer je suis désolé, je te pose une question hyper complexe. Mais... ta question, c'est comment inspirer la Dream Team pour qu'elle te suive. Pour que ce soit pas fake et pour qu'ils arrivent vraiment heureux le matin, quoi. J'essaye moi d'être heureuse déjà le matin. Ouais. donc ça aide. Et en fait, il y a plusieurs choses. En fait, il y a le fait qu'il y a les individus dans la boîte et il y a la boîte en général. Et moi, un de mes objectifs, un de nos objectifs avec OAD, c'est de faire grandir chaque personne qui entre chez Malou. Et donc, et on avait un point tout à l'heure avec Zoé, qui est notre alternante, qui va probablement rester avec nous après. Zoé, le jour 1 versus Zoé après 10 mois d'alternance, c'est plus la même personne en termes de travail. Donc en fait, on investit beaucoup dans la formation des gens pour les tirer vers le haut. Vraiment, on essaie de tirer tout le monde vers le haut. Et donc, comment ? Et on identifie... Non mais comment tu formes ? Et j'identifie les points faibles. Non, c'est pas grave. J'identifie ce sur quoi les gens veulent travailler, ce sur quoi ils ont l'intuition qu'ils ont besoin de travailler, et ce sur quoi moi je pense qu'ils ont vraiment besoin de travailler. Donc on identifie ça de manière très claire et puis on met en pratique. Là, on est hyper jeune dans la boîte, personne n'est restaurateur ou fils de restaurateur, personne n'a fait de référencement avant dans sa vie, donc on est capable de tout apprendre, et donc on identifie le point à travailler et on se met sur un cas pratique. Donc on prend un client, on prend un article de blog, on prend quelque chose et on travaille dessus, et ensuite on analyse ce qui s'est passé. Donc et d'accord, donc tu fais du test and learn en permanence tous les jours, ouais. Et une fois que c'est fait, tu l'écris quelque part pour la prochaine personne qui rentre, ou tu le mets dans ton blog peut-être, ou comment tu pérennises tout ça?
Là, on est en train de construire tous les process pour, dès qu'il y a une valeur qui a été créée, qui a été produite en interne, qu'elle reste pour que les prochains puissent gagner dessus. Après, j'ai pas vraiment de recette parce qu'en fait personne veut progresser dans si j'en ai pas mal qui veulent progresser dans le bizdev en ce moment. Et c'est facile, j'ai mis un point à chacun d'entre eux, ils ont chacun une demi-heure ou une heure chaque semaine de bizdev avec moi, ils font les rappels avec moi, ils en font 2-3 avec moi, et puis après ils en font tout seuls avec moi à côté et ils testent et ensuite ils essaient de signer leurs clients tout seuls et si ça marche, bravo, mission accomplie. D'accord, donc ils appellent les clients avec toi et voilà, très bien. Donc c'est des clients qui vous ont contacté via le blog et tu voulais rappeler quasiment ensemble. Toujours, voilà. ouais. Très bien. Ok, donc du vrai pratique, voilà. Et sur tout ce qui est référencement, où est-ce que tu as appris, toi ? J'ai lu beaucoup les newsletters de Neil Patel. Ouais. C'est un peu un gourou du référencement. J'avais fait une ou deux formations sur une plateforme qui s'appelle Udemy, je crois. Ouais. Et c'était bien ? Oui, c'était bien. Je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Ouais. Et de la newsletter et de Udemy. Très bien, je les partagerai. Ok. Et voilà, et puis après j'ai pratiqué. Il n'y a pas de secret en fait. Apprendre sa leçon, si on ne fait jamais d'exercice, ça marche jamais. D'accord. Donc si je comprends, pour revenir à ma question juste avant, l'une des manières de laisser les gens s'épanouir, c'est déjà de leur apprendre beaucoup, c'est ça, les faire grandir. Bien sûr, oui. Ouais. Et c'est ça qui feront qu'ils resteront en fait. Ou que les meilleurs resteront en tout cas. Parce que quelqu'un qui n'apprend pas, mais qui n'apprend pas, il va rester à son niveau et donc oui, il aura son scope de mission défini. Il sortira pas de ce scope, il va rester le même 1, 2, 3, 4, 5 ans. Mais ce sera jamais un des je vais dire un des winners, non, mais ce sera jamais quelqu'un qui va exploser même dans la boîte. C'est un peu la chance qu'on a dans nos métiers du digital, c'est que les choses évoluent tellement vite qu'il faut toujours apprendre et toujours grandir. J'ai l'impression que ça devait être plus dur dans tu vois, quand t'étais, je sais pas moi, conseiller dans une banque en 1982, où en fait, tu vois, ton métier à 10 ans après, c'était toujours le même, tu vois. Alors à la fois c'est épuisant, mais à la fois c'est quand même assez cool. Ouais, je suis d'accord. En termes de perspective. Écoute, c'est super. Moi, je trouve que enfin, déjà, je trouve que c'est un super projet. Merci. Donc, malou.io, si vous avez des amis restaurateurs, voilà, que vous voulez faire exploser leur. Tu pourrais aller dans d'autres business. Là, je pense à ma cousine que j'ai aidée. Moi, tu vois, j'ai fait ça un petit peu parce que c'était ma cousine et que ça me faisait plaisir de l'aider. Mais également parce que en fait je kiffe, tu vois, faire du SEO, je kiffe comprendre comment le business fonctionne. Et elle, je lui ai créé il y a quelques années sa page Anagram, qui est une librairie. Tu vois, attends, si je tape Anagram, alors si je tape que Anagram, évidemment c'est compliqué, mais si je tape Anagram librairie, tu vois, et elle sort bien, elle a 25 avis sur Google, 4,6, tu vois, il met que c'est mon établissement puisque c'est moi qui le gère, 3827 vues le mois dernier, et alors déjà je trouve ça passionnant de faire ça. Mais toi, tu pourrais sortir de la restauration, évidemment, non ? Alors, ça fait partie de la stratégie. En fait, on a commencé sur la niche de la restauration. Donc, on va être les meilleurs en restauration. Demain, on va travailler pour être les meilleurs en hôtellerie, puisque là, j'ai des hôtels qui m'ont approché, avec qui je travaille sur la partie F&B, Food and Beverage, mais qui de plus en plus me demandent de travailler sur la partie hôtelière. Et après, tous les commerces, tous les établissements, tous les commerces qui ont brick and mortar, je sais plus comment dire en français, qui ont un établissement. Oui. Enfin, dans le dur. Dans le dur, voilà. Dans le dur, ouais, c'est ça. L'outil, en fait, il l'a développé comme tel, il est développé pour les restaurateurs. Donc, il va inclure toutes les applications, toutes les plateformes, tous les sites qui sont propres à la restauration. Mais demain, ça pourrait être les boulangers, ça pourrait être les chocolatiers, les fleuristes, les pharmaciens, à peu près tout ce qu'on veut. Et tu les aides à bosser éventuellement avec tous les services de livraison aussi ? Pas encore. Non, pas encore. Et donc du coup tout ce qui est comment on appelle ça, les kitchen, tu sais, les business kitchen, qui n'ont pas de restaurant mais qui en fait font que de la livraison, ça c'est pas dans ton scope. Non, c'est pas dans mon scope. Après moi ce que je fais, donc on a 3 leviers. Pardon, j'explique ce que je disais, mais ça s'appelle des dark kitchen. Oui, c'est ça. Donc ce sont des gens en fait quand tu cherches sur Uber Eats, sur Deliveroo, sur partout, tu veux commander un truc, il y a des gens qui sont hyper bien notés,
qui font, je sais pas, mais 2000 plats par jour. Oui. T'as l'impression qu'ils ont un restaurant, etc., une devanture, un truc, et en fait, ils n'existent pas en vrai ils ont une cuisine, quoi. Ils payent pas le loyer, ils payent pas les serveurs, ils payent pas plein de choses, et leur business, c'est de livrer de la bouffe. Ouais. Enfin, de faire de la bouffe et livrer. Bonne, idéalement. C'est très bien d'ailleurs, très honorable. C'est pour ça que les gens vont au restaurant aujourd'hui, pas juste pour bien manger, parce qu'on peut se faire livrer n'importe quoi. C'est vraiment pour vivre une expérience. Ouais. Ok. T'allais dire quelque chose ? J'allais dire qu'en fait, nous, pour aider nos restaurateurs, on active 3 leviers. Le premier, c'est tout ce qui concerne le référencement. C'est ce dont on a beaucoup parlé. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est des logiques qui sont un peu différentes que Google, TripAdvisor et Yelp. Et le troisième, c'est les relations presse et influence. D'accord, et vous faites ça aussi. On l'avait jamais fait avant de le faire sur un client, mais on le fait depuis 1 an et ça marche bien. Et donc là, c'est beaucoup pour des ouvertures, c'est permettre au restaurant d'être connu des journalistes les plus pertinents, des influenceurs les plus influents par rapport à son business, et de générer du trafic, la notoriété pour l'ouverture, et puis ensuite... Donc vous les invitez, ces influenceurs, par exemple, à aller dans le resto? Oui, c'est ça. On identifie... en fait, on travaille les journalistes et les influenceurs. Pour les journalistes, on a une grosse base de données qu'on nourrit, et donc on rédige d'abord un dossier de presse, un communiqué de presse, et ensuite on va contacter chaque journaliste de manière individualisée et très très personnalisée. Donc Mailchimp... C'est scalable tout ça? C'est scalable parce qu'en fait, Wad, il est data scientist, et donc notre base de données, chaque journaliste qu'on a, il a des tags. Donc il a des tags sur les restaurants qu'il a testés, il a des tags sur est-ce qu'il nous a déjà répondu, il a des tags sur comment il faut le contacter, il a des tags sur est-ce qu'il est végétarien, est-ce qu'il est sans gluten, bref, plein de tags, ce sur quoi il a écrit avant. Et donc nous, on a toutes ces données sur lui. Et donc là, aujourd'hui, on le fait encore. Les mails, on les fait manuellement, mais on a toutes les informations. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on puisse créer des mails personnalisés pour chaque journaliste. Et pour l'inviter à pour lui découvrir. Faire croire que c'est vraiment quelqu'un qui a écrit derrière. Qui a tout travaillé. Ouais, c'est ça. C'est affreux. Pour l'instant, c'est vraiment quelqu'un. D'accord. Comment tu peux automatiser des publications Instagram? Mais il y a des... En fait, il faut utiliser l'API d'Instagram. Et nous, on fait des plannings de publication pour nos restaurants. Donc, on sait que la fête des mères, il va falloir publier quelque chose sur la fête des mères. Enfin, il y a des gros événements du calendrier global, et il y a des événements qui sont propres à lui. Donc, si c'est un Italien, il va y avoir la fête de la mozza, enfin, j'en sais rien, mais bref, il y a plein d'enjeux comme ça. Et on fait des plannings éditoriaux qui peuvent se ressembler ou pas, et on prépare des plannings. Vous êtes branché sur l'API, donc sur Instagram, vous êtes branché, votre système va directement poster dessus. Ouais. Et en fait, on fait un peu le buffer de la restauration. Ouais. Vraiment de la restauration, parce qu'on va plus loin que LinkedIn, Instagram, enfin que juste... Est-ce que tu bosses avec Ocus? Pardon, j'étais complètement... Ocus? Ouais. Non, je sais pas qui est Ocus. Vous faites vos photos avec qui? Alors c'est un débat en interne, on ne sait pas si on recrute un photographe dans l'équipe ou si on va travailler avec Mirou. On hésite avec Mirou plutôt. Non. Avec Ocus. Ouais, moi j'ai confondu Ocus. C'est vrai? Voilà. On en reparlera. Qui fait des shootings aujourd'hui, tous les shootings pour Uber Eats, tous les shootings pour voilà. Donc, petit instant promo. Du coup voilà, et donc il fait. C'est un enjeu pour nous la photographie. Des shootings, mais en fait tu fais péter notamment tu fais les shootings du restaurant, de l'équipe. Exactement. Et des plats aussi. Donc tu humanises aussi vraiment le restaurant, puisque l'idée c'est de faire aussi venir, et c'est important aussi pour les réseaux sociaux, parce que sur les plats tu peux faire 12 photos d'un même plat, ou extraire d'une seule photo 12 photos ou des détails différents, tu peux les retravailler, les reposter, voilà. Moi j'ai des clients qui me disent aujourd'hui j'ai une table de clients, ils sont venus me montrer la photo Instagram, surtout les Japonais, les Coréens, ils montrent la photo, ils disent je veux manger ça. Oui, non, mais sur plein de choses. Nous, on a un client dans l'univers des montres, par exemple. On fait travailler énormément des montres suisses Moser, je peux le citer, puisque de toute façon, c'est un de mes clients. J'en suis fier. Des montres suisses extrêmement belles. Et aujourd'hui, son Instagram, en fait, quand les gens veulent regarder les montres Moser, ils vont pas sur son site internet. En fait, ils vont sur l'Instagram, quoi. Regarder les dernières montres, les dernières choses. C'est là où c'est ta galerie, en fait, quoi. Donc, il faut beaucoup le travailler. Bon, bah écoute Louisa, je te remercie. Je crois qu'on a fait un beau tour. On a déjà explosé les compteurs, mais c'est avec moi, c'est tout à fait habituel. 2 petites questions avant de te laisser. Je vais pas te faire des traditionnels parce que ce que je te demande souvent à mes invités, qu'est-ce qu'ils pourraient se dire quand ils étaient plus jeunes, mais toi t'es trop jeune pour ça. Comment est-ce que tu progresses toi au quotidien? Comment est-ce que je progresse? J'écoute beaucoup.
et je parle beaucoup. Est-ce que tu as des livres que tu as lus qui t'ont changé la vie ou que tu as offert ou que... Qui m'ont changé la vie. Non, mais là je suis en train de lire, c'est pas du tout sur l'entrepreneuriat, mais je suis en train de lire Eating Animals. Ok. Et donc là c'est plus sur les questions d'abattage des aliments qui me turlupinent un petit peu, mais rien à voir du coup avec l'entrepreneuriat. Donc ça va peut-être me changer la vie quand même. On a l'impression que tu es très sereine sur plein de choses. T'as eu des gros fails, des gros échecs, des choses qui te reviennent. Un échec préféré? Un échec préféré, j'ai raté mon code de la route, mais genre beaucoup de fois. Je sais pas pourquoi je l'ai raté 3 fois. Je comprends pas. Je comprends pas comment des gens aussi brillants que toi peuvent louper sur leur code de la route. Mais ça me traumatisait. Je sais pas pourquoi. Et j'adore conduire, hein, et je suis très contente. Et la conduite, je l'ai eu rapide du premier coup. Mais alors le code, c'est mon grand traumatisme. C'est incroyable. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est mon échec préféré quand même, mais c'est peut-être le plus drôle. Ok. Écoute, c'est un super projet, Louisa. Donc on te suit toi sur Instagram, plutôt LinkedIn peut-être. LinkedIn beaucoup, ouais. Donc on tape Louisa avec un Z, L-O-U-I-Z-A, oui. Hacene avec un H, H-A-C-E-N-E, et on va sur malou.io et puis... ça intéressera pas, je vais pas te demander un code promo pour mes auditeurs parce que je sais pas si j'ai beaucoup de restaurateurs et puis si tu fais ça, mais voilà, vous dites que vous venez de la part de Génération Do It Yourself puis vous aurez un accueil spécifique et un hug peut-être si vous croisez l'équipe de Malou. Je te remercie pour ton temps. Merci et je te dis merde. À bientôt, Louisa. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.